Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir et cette fois-ci nous repartons en Chine. Alors bien sûr nous avons déjà vu le Xinjiang, le Tibet, la Chine du Nord-Ouest, la Mongolie. Eh bien cette fois-ci nous partons à la découverte d'un nouveau territoire. Ce territoire chinois est le territoire le plus froid habité du pays. Chaque hiver, vous avez même l'un des festivals les plus renommés de sculpture de glace. Un territoire qui historiquement fut aussi le berceau de la dernière dynastie impériale. Et un territoire qui est l'une des régions les plus fertiles au monde en raison du Tchernosium. Enfin, un territoire dont l'architecture de certaines villes est marquée par l'influence russe orthodoxe et dont les locaux ont une préférence pour la charcuterie et le pain. Eh bien, ce territoire, c'est la Mandchourie. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Mandchourie est un territoire chinois correspondant au sens strict aux trois provinces chinoises du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning, pour une superficie de 788 000 km², soit la taille à peu près du Pakistan ou de la Turquie. Il a pour voisin à l'ouest la Mongolie, au nord la Russie via la Sibérie, au sud-est la Corée et au sud-ouest la province chinoise du Hebei. Le nom Mandchourie signifie le pays des Mandchous, un peuple toungouz originaire du nord-est de la Chine. À noter qu'en mandarin, on appelle cette région le Dongbei, c'est-à-dire le nord-est, ou le Guanwei, qui signifie au-delà de la passe. En l'occurrence, la passe de Shanhai, qui en fait est la limite orientale extrême de la Grande Muraille, qui délimitait d'une part la Chine de Han et les peuples situés au-delà. Regardons plus en détail le relief. Nous constatons que l'altitude moyenne de la Mandchourie est de 400 mètres d'altitude, ce qui est relativement bas, puisqu'en fait elle est composée de la plaine de la Mandchourie. C'est la plus grande plaine de Chine avec une altitude inférieure à 200 mètres. Ce bassin fermé est mondialement réputé pour ses terres noires que je mentionnais en introduction, ce qui fait de la Mandchourie l'un des greniers à blé de la Chine, produisant près d'un quart de sa production céréalière totale. Cette plaine est entourée de massifs montagneux, à commencer à l'ouest par le grand Khingan que nous avons mentionné dans la vidéo sur la Mongolie. Il s'agit d'une barrière naturelle entre les steppes arides de Mongolie et les plaines humides de Mandchourie. Ce plateau abrite la plus grande forêt de Chine. C'est, si vous voulez, le royaume de la taïga chinoise. Mais on peut aussi nommer au nord le petit Khingan et les montagnes Shanghai à l'est, avec le mont Paektu dont le cratère contient le lac céleste Tianchi. Toutes ces montagnes donnent naissance à un certain nombre de fleuves, à commencer par le fleuve Amour. Long de 2824 km, il est le 10e plus long fleuve au monde et il forme la frontière entre la Chine et la Russie. À noter qu'il s'agit de l'un des plus grands fleuves de la planète à ne pas avoir de barrage, permettant de préserver une grande diversité. Ses principaux affluents sont l'Argun, le Nen, le Solijinhua et l'Ussuri qui, lui aussi, forme une partie de la frontière entre la Chine et la Russie. Mais le principal affluent de l'Amour est le Songhua, qui prend sa source dans les montagnes du Shanghai et qui irrigue la grande plaine de Mandchourie tout en alimentant en eau la ville d'Harbin. Au sud, on peut citer le fleuve Liao, surnommé le fleuve mer du nord-est de la Chine. Il se jette dans la mer ou le golfe de Bohai, la seule mer de Mandchourie. Il s'agit d'une mer intérieure de 78 000 km² qui constitue le prolongement de la mer Jaune. À noter qu'il existe d'autres fleuves frontaliers, à commencer par le Yalu ou le Tumen, qui prennent leur source près du mont Paktu, puis marquent la frontière entre la Chine et la Corée, avant que l'un se jette dans la mer Jaune, tandis que l'autre rejoint la mer du Japon. Enfin, le climat est continentale. Regardons plus en détail la géographie humaine. La population de la Mandchourie est de 96 millions d'habitants, avec 42 millions seulement pour Liaoning. Si vous voulez, respectivement, chaque province a une population comparable à celle du Canada, de la Syrie et de Madagascar.
Les 2/3 des habitants vivent en ville, à commencer par Shenyang, est la plus grande ville de la Mandchourie, au cœur d'une agglomération d'environ 23 millions d'habitants. Ville frontière depuis l'Antiquité, elle a longtemps été disputée entre pouvoirs chinois, coréens et peuples nomades. Sous les Ming, elle devient une place forte stratégique au-delà du col de Shanghai. Puis, en 1625, Nurhaci s'en empare et en fait une capitale secondaire mandchoue, dotée d'un palais impérial, prélude à la dynastie Qing. En 1931 eut lieu l'incident de Mukden qui servit de prétexte à l'invasion japonaise de la Mandchourie. Et en 1945, le dernier empereur Puyi y est capturé. Aujourd'hui, Shenyang est un grand pôle industriel du nord-est chinois, historiquement centré sur la sidérurgie, la mécanique lourde et l'armement, et fait l'objet depuis les années 2000 de politiques de reconversion industrielle. Puis nous avons la ville d'Harbin, qui est la capitale du Heilongjiang, la deuxième plus grande ville de la Mandchourie avec 10 millions d'habitants. Fondée en 1898 avec l'arrivée du chemin de fer de l'Est chinois, construit par les Russes, elle a d'abord prospéré grâce à une population majoritairement composée de l'Empire russe. Dans les années 20, elle était considérée comme la capitale chinoise de la mode, car les nouvelles créations parisiennes et moscovites y parvenaient avant d'arriver à Shanghai. Puis, de 1932 à 1945, elle était la plus grande ville du Mandchoukou. Connue pour son héritage russe et son architecture, la ville est célèbre pour son influence européenne et sert aujourd'hui de porte d'entrée dans le commerce sino-russe. Ensuite, nous devons citer la ville de Dalian, qui est la deuxième ville du Liaoning et la troisième de la Mandchourie, avec 7 millions d'habitants. Connue autrefois sous le nom de Port Arthur ou Lusuko, elle est située sur la péninsule du Liaodong et est surnommée la Hong Kong du Nord. Célèbre pour ses places, son architecture aux influences russes et japonaises, la ville constitue aujourd'hui un centre névralgique pour la construction navale, la logistique, la pétrochimie et les hautes technologies. Puis nous devons mentionner la ville de Changchun, qui est la capitale de la province du Jilin, située dans la plaine de Songliao. Elle compte 9 millions d'habitants. Entre 1932 et 1945, elle fut la capitale du Mandchoukou. Connue localement comme la ville de l'automobile chinoise, Changchun est une importante base industrielle axée sur le secteur automobile. Parfois surnommé le détroit chinois en raison de son rôle clé dans l'industrie automobile chinoise, le groupe FAO, l'un des 4 grands principaux constructeurs automobiles d'État chinois, y a son siège social. Et enfin, la ville de Jilin, la deuxième grande ville de la province, mais son ancienne capitale. Elle recense aujourd'hui 3 millions d'habitants. Connue sous le nom de la ville fluviale en raison de la rivière Songhua, elle a co-organisé en 2007 les Jeux asiatiques d'hiver. La Mandchourie est composée de 3 provinces, à commencer par le Heilongjiang, la province chinoise la plus septentrionale de la Chine, composée d'un cœur urbain et industriel dans le centre et le sud. D'abord, nous devons mentionner Taching, situé au sud-ouest de Harbin, qui est un grand centre de gisement pétrolier et une base énergétique majeure. Mais aussi Qiqihar, à l'ouest, une ancienne ville industrielle et un centre agricole. À l'est, on trouve une région collinaire et forestière parsemée de bassins miniers. L'économie est centrée sur l'extraction du charbon et les industries lourdes. Enfin, dans le sud-est, on peut indiquer Mudanejang qui combine industrie, commerce frontalier et tourisme. Au nord et au nord-est du Heilongjiang, on retrouve les grandes plaines parmi les plus fertiles de la Chine. L'agriculture est mécanisée autour du blé, du soja et du maïs. Le port fluvial du Heihe est aussi un poste frontière face à la ville russe de Blagovietsk et Jamuse est un port sur le Songhua. Enfin, au nord-ouest, le territoire montagneux est recouvert de forêts de conifères et de rivières. Faiblement peuplé, l'activité économique tourne autour de l'exploitation forestière et de l'écotourisme. On y retrouve Mohe, la ville la plus au nord de Chine, connue notamment pour ses aurores boréales et son climat polaire. Puis nous devons mentionner la province de Jilin, qui est composée d'un cœur économique et industriel au centre
centre de la province. Au-delà de la capitale provinciale, Changchun, on retrouve Tamping situé au sud-ouest de celle-ci et qui prolonge la zone industrielle vers le Liaoning. Il s'agit d'une région de plaine fertile et de centre urbain moderne, jouant le rôle de pivot entre la Mandchourie et Pékin. Plus à l'ouest, nous devons mentionner les grandes plaines agricoles du Tongliao avec des sols noirs et une agriculture mécanisée. La région est aussi riche en ressources pétrolières et gazières. La densité est plutôt faible et les villes moyennes sont tournées vers l'agro-industrie et l'énergie. À l'est, c'est une région montagneuse avec le massif du Chiangbai-shan partagé avec la Corée du Nord. Baishan et Yanbian sont les principales subdivisions. Il s'agit d'une région touristique mais peu peuplée. Yanbian concentre par exemple la culture coréenne de Chine. Enfin, au nord-est de la province, on retrouve la ville de Jilin, qui est la deuxième ville de la province. Au sud de celle-ci, c'est Tonghua, un centre sidérurgique et pharmaceutique. Il s'agit d'une région de transition entre plaine et montagne, combinant industrie et agriculture. Et puis enfin, nous avons le Liaoning, qui, au-delà de sa capitale provinciale, on retrouve Hanshan, un autre pôle majeur de sidérurgie. Le centre du Liaoning est une région fortement urbanisée, cœur du vieux bassin industriel du nord-est de la Chine. Le sud-ouest du Liaoning a lui un littoral urbanisé marqué par le commerce maritime, des zones franches, la pétrochimie et le tourisme balnéaire. À l'ouest, il s'agit d'un relief de plaines et de collines sèches propice à l'agriculture céréalière. L'Est, au contraire, est une zone montagneuse située près de la frontière avec la Corée du Nord, regorgeant de ressources minières. Enfin, le littoral nord autour de Panjin et Yingkou est marqué par une exploitation pétrolière et un tourisme balnéaire. Concernant le tourisme, d'abord nous devons mentionner dans les Longjiang, Harbin et son fameux festival de glace que je mentionnais en introduction, mais également Sun Island ou Siberian Tiger Park qui sont des parcs de tigres de Sibérie. Nous avons également le quartier Central Street avec sa fameuse cathédrale Sainte-Sophie, héritage russo-européen. En dehors d'Harbin, vous avez le Wudalianshi qui est un parc classé au patrimoine de l'UNESCO, marqué par ses paysages volcaniques et ses lacs. Également le lac Jingpo avec ses cascades et son relief volcanique. Et enfin Yabuli qui est une grande station de ski. Dans la province du Jilin, il faut mentionner le mont Changbai et ce fameux lac Tianxi qui est en fait le lac du paradis, qui sont une réserve de biosphère classée au patrimoine de l'UNESCO. L'île de Rim et de Wusong qui est marquée par le phénomène de givre en hiver sur la rivière Songhua. Enfin, dans la province du Liaoning, nous devons d'abord mentionner dans sa capitale, Chongyang, le palais impérial qui est lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les caves de Bengxi qui sont des grottes karstiques avec des rivières souterraines navigables, et enfin à Dalian vous avez la route Binhai qui est une route côtière panoramique reliant plusieurs spots, et enfin la plage du Tigre qui est un grand parc et une zone côtière très connue à Dalian. La langue officielle de la Mandchourie est le mandarin, mais il faut également parler de la langue mandchoue. Elle fait partie des langues toungouzes que nous avons déjà évoquées lors de la vidéo sur la Sibérie. Si vous voulez, elle fait partie de la grande famille altaïque, aux côtés des langues turciques et du mongol. La langue mandchoue s'écrit de manière verticale puisqu'elle est dérivée de l'alphabet mongol. Bien que parlée par une minorité aujourd'hui, la langue mandchoue fut, pour rappel, la langue officielle des documents impériaux avec le chinois, la langue de l'administration militaire, mais aussi des décrets et des lois sous la dynastie des Qing. Mais à partir du XVIIIe siècle, le mandchou recule fortement, si bien qu'en 1912, le déclin devient presque total. Aujourd'hui, les mandchous parlent mandarin et constituent la deuxième plus grande minorité ethnique du pays, après les Shuang, avec 11 millions de personnes, dont la moitié vit dans le Liaoning. Alors, s'ils parlent chinois, pourquoi sont-ils considérés comme une minorité ? En Chine, la notion de minorité nationale repose avant tout sur l'origine ethnique et historique, voire la culture, la mémoire collective, et pas seulement sur la langue. Il faut aussi citer comme minorité les Coréens de Chine qu'on appelle les Shaoxianzhou. Beaucoup moins nombreux, seulement 2 millions de locuteurs, ils ont toutefois conservé la langue coréenne,
une culture propre avec une identité chinoise. Concernant la répartition ethnique de ces trois provinces, on constate qu'il y a une forte majorité Han, puisqu'ils constituent entre 87 et 96% de la population de ces provinces. La minorité mandchoue constitue 12% de la population du Liaoning, tandis que les Coréens correspondent à 5% de la province du Jilin. Alors, comment explique-t-on cette répartition linguistique? Eh bien là encore, c'est l'histoire qui va nous donner les clés. Le nord-est de la Chine est peuplé de chasseurs-cueilleurs adaptés au froid, habitant les sites dans le bassin de l'Amour et du Liao. C'est dans le bassin du Liao que va se développer les cultures du Liao, avec le début de l'agriculture du millet. Ces habitants résident dans des villages semi-sédentaires et possèdent déjà des objets rituels, ce qui démontre l'existence d'une société hiérarchisée. Et puis à l'âge de bronze, vous avez différentes cultures régionales qui apparaissent. Influencées par la plaine centrale chinoise, les steppes mongoles et la péninsule coréenne, qui se manifestent par la métallurgie dont les techniques sont issues de réseaux d'échange. C'est à partir de la fin du premier millénaire que les sources chinoises vont commencer à mentionner les peuples Suchen et les Donghu. Ces derniers sont les ancêtres des peuples proto-mongols. Ils vivent entre la Mongolie et la Mandchourie. Ils étaient des nomades cavaliers et ont été dominés par les Xiongnu. Vous vous rappelez, nous en avons parlé dans la vidéo sur la Chine du Nord-Ouest, avant d'être écrasés par ces derniers en moins de 110. Les Suchen, eux, étaient un peuple Tungus, réputé pour la chasse, la pêche et la fabrication d'arcs. Ils sont considérés comme les ancêtres des Moé ou des Mandchous et vivent près du fleuve Amour. Puis sous les Han, ces populations sont souvent désignées comme des Yilu, puis des Wuji au 5e et 6e siècle, avant que le terme Mohé s'impose à la fin du 6e siècle. Ces derniers joueront un rôle central dans le royaume de Balhae. Ces populations entretiennent des relations d'échange, notamment les fourrures, les armes, mais aussi de conflits et de tribus avec les mondes chinois et coréens, avec deux dynamiques différentes. D'une part, vous avez le Liaodong qui est conquis très tôt par l'État chinois du Yan, dont nous en reparlerons dans la vidéo sur le Grand Pékin. Le Liaodong verra les premiers commanderies. Une commanderie est une province sous l'Antiquité chinoise, créée puis consolidée sous les Han avant de voir la montée du royaume coréen du Goryeo, que nous verrons plus en détail dans la vidéo sur la Corée. Et puis d'autre part, vous avez au nord et au nord-est de la Mandchourie les Moé qui vont fonder le royaume de Balhae en 698. En associant avec les élites de l'ancien royaume de Goryeo. Mais les Khitan mettent fin à Balhae en 926. Dans la continuité de ces échanges et de ces peuplements, la Mandchourie est entre le 3e et le 10e siècle finalement une région politiquement instable, marquée par la succession de dominations xianbei, coréennes et chinoises, notamment autour du Liaodong. Mais à partir du 10e siècle, la Mandchourie va cesser d'être une marge contestée pour devenir un véritable centre politique non Han. Les Khitan qui ont défait le royaume de Balhae fondent la dynastie de Liao. La Mandchourie devient la base territoriale et politique, contrôlant des routes reliant la Chine du Nord aux steppes et à la péninsule coréenne. Les Khitan vont même profiter de l'effondrement de la dynastie des Tang au Xe siècle et reçoivent un tribut du royaume coréen du Goryeo. Ils obligent même la dynastie des Song à les reconnaître comme leurs égaux et à leur verser un tribut. Chez les Khitan, l'élevage occupe une grande place dans leur économie, mais l'agriculture et l'artisanat se développent progressivement. Et l'empire Khitan, si vous voulez, est sociologiquement et économiquement divisé en deux. Au nord, on trouve des pasteurs nomades, aussi guerriers, alors que le sud est beaucoup plus sédentaire et où l'agriculture domine. Mais cette dichotomie conduit à de fortes tensions internes, comme le refus de la sinisation. En 1125, l'empire Liao, fondé par les Khitan, va être détruit par les Jurchen de la dynastie Jin. Alors, qui sont les Jurchen? Il s'agit d'un autre peuple Tungus, ancêtre direct des Mandchous. Après avoir renversé les Khitan, il déclare la guerre à la dynastie Song, ce qui devait servir comme finalement moyen de pression.
tourne à la déroute totale pour la dynastie chinoise, permettant aux Jin de conquérir le nord de la Chine jusqu'au fleuve Jaune. Sinisé, la domination des Jin sur la Chine correspond au développement de la poudre à canon ou au renouveau du confucianisme. Toutefois, ils sont eux aussi emportés par la vague mongole en 1234. Sous la dynastie Yuan, la Mandchourie sert de base militaire et de zone de ressources aux Mongols. À la chute des Mongols, la Mandchourie redevient une région frontalière. Les Ming cherchent à contrôler le Liaoning comme zone agricole. Ils construisent ou renforcent les places fortes ou forteresses dans le Liaodong, dans l'objectif de bloquer les retours mongols et de contenir ces Jurchen, car ces derniers se réorganisent en confédération tribale, tout en commerçant avec les Ming sur les fourrures et le Jisang, une plante très recherchée en Chine mais originaire de la Mandchourie. Et puis en 1116, l'empereur Nurhaci va unifier les tribus Jurchen Chancho. Il sommet progressivement les Yuan du Nord, dont nous avons parlé dans la vidéo sur la Mongolie, et son fils Huang Chachi rebaptise son royaume et sa dynastie les Grandes Qing. Et c'est ainsi que les Qing vont régner non seulement sur la Mandchourie et le reste de la Chine pendant près de 3 siècles. Pour cela, Nurhaci organise une armée-société qu'on va appeler les 8 bannières. Le pouvoir des Qing repose sur une élite militaire mandchoue. Pendant les 300 ans de domination, la Mandchourie demeure le berceau symbolique et politique de la dynastie. Les Qing ou Mandchous vont réorganiser le nord-est comme une zone stratégique et restreignent la migration Han dans une grande partie de la Mandchourie, surtout dans le Jilin et le Heilongjiang. En fait, les Qing vont profiter en 1644 de l'anarchie provoquée par les Ming pour prendre la capitale Pékin, en étendant progressivement leur domination ensuite sur le reste du territoire chinois et en incorporant la Mongolie, le Tibet et le Xinjiang. Pour allier les élites d'un empire constitué par des millions de sujets, les Qing n'hésitent pas à reprendre les institutions des Ming, comme le système méritocratique des examens impériaux, et diffusent une morale néo-confucianiste jusque dans les campagnes. Ils construisent un empire pluriethnique, mais avec une hiérarchie souple, en réservant aux Mandchous une place privilégiée dans les postes stratégiques, mais aux côtés d'élites Han. Le pouvoir repose sur l'équilibre entre groupes et la loyauté aux bannières. Le XVIIIe siècle est l'âge d'or de la Chine et elle se fait sous la dynastie des Qing. Grâce à eux, la maîtrise technique de la Chine excelle et les produits agricoles et artisanaux connaissent un essor sans précédent. Et les commerces intérieurs facilitent les échanges. À ce titre, la Mandchourie est complètement intégrée dans le système impérial. Le Liaoning, dépeuplé après la conquête, connaît une politique de repeuplement. Toutefois, au XIXe siècle, la Chine est rattrapée par les puissances industrielles européennes. Les Qing tentent d'engager des réformes afin de combler ce retard, mais l'inertie d'un empire immense et l'opposition de courants conservateurs hostiles au changement en limite la portée. Pour la Mandchourie, le tournant se situe entre 1858 et 1860. Avec les traités imposés par la Chine cède les territoires situés au-delà de l'Amour et de l'Ussuri et aussi son accès à la mer du Japon. Et la Mandchourie actuelle se retrouve enclavée. Cette perte territoriale va entraîner paradoxalement l'ouverture de la province au peuplement Han, provoquant un basculement démographique. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on observe les migrations du Shuang-Guangdong, qui fait basculer la Mandchourie vers une majorité Han. La défaite face au Japon en 1895 affaiblit durablement le régime Qing et accentue les ingérences étrangères. Accablé par les indemnités de guerre, par les difficultés économiques et par la désaffection des élites dirigeantes, le régime impérial s'effondre lors de la révolution de 1911. Conduisant à l'abdication du dernier empereur en 1912. Mais revenons plus en détail sur la Mandchourie. Celle-ci, riche en ressources, en ports et en chemins de fer, constitue une zone stratégique. La puissance qui contrôle la Mandchourie contrôle tout l'Asie du Nord-Est. Et comme nous l'avons vu dans les différentes vidéos sur la Russie, notamment la Russie du Sud ou du Nord-Ouest,
celle-ci est constamment à la recherche d'un port libre de glace toute l'année. La Russie contrôle en Mandchourie le chemin de fer de l'Est chinois, une branche du Transsibérien, ce train mythique que nous avons évoqué en détail dans la vidéo sur la Sibérie, ce qui lui permet d'asseoir son influence économique et militaire dans la région. Et puis une fois que Moscou contrôle plus ou moins la Mandchourie, elle lorgne ensuite sur la Corée. Pour le Japon, il s'agit d'une menace directe car il considère la Mandchourie comme sa zone d'influence naturelle. Le Japon propose alors un accord fondé sur la reconnaissance de zones d'influence. La Russie dominerait la Mandchourie tandis que le Japon exercerait son autorité sur la Corée. La Russie temporise et sous-estime la puissance japonaise. Le Japon conclut que la guerre est la seule solution et attaque la flotte russe à Port Arthur et poursuit la guerre en Mandchourie. La victoire japonaise sur terre comme sur mer conduit à la signature du traité de Portsmouth en 1905 où le Japon devient la principale puissance en Mandchourie. Le Japon s'étend, crée des chemins de fer pour contrôler les transports, les mines et les échanges et aussi pour déployer ses propres forces militaires. En un mot, le pouvoir nippon profite du vide du pouvoir chinois qui fait face aux seigneurs de guerre depuis la chute des Qing. Et puis on observe dans les années 1920 un nationalisme et un militarisme japonais en vue de sécuriser les ressources et l'espace vital appuyé par une politique de colonisation. C'est ce que nous verrons plus en détail dans la vidéo sur le Japon. Et c'est ainsi qu'en 1931 survient l'incident de Mukden, un sabotage du chemin de fer japonais attribué aux Chinois pour prétexter l'invasion de la Mandchourie. Ils occupent rapidement la Mandchourie, mais pour éviter les critiques internationales, décident de créer un État fantoche que l'on appellera le Manchukuo, dirigé par le dernier empereur Qing Puyi. Le Japon continue d'exploiter les ressources, les voies ferrées et l'industrie lourde. La SDN condamne l'invasion et le Japon quitte l'organisation internationale en 1933. Et puis 4 ans plus tard survient l'incident du pont de Marco Polo qui sert de prétexte au Japon pour envahir la Chine. Et la Mandchourie sert de tremplin militaire. Et en 1945, lorsque les Japonais sont défaits, les Soviétiques envahissent la Mandchourie. Puyi est arrêté et la Mandchourie revient à la Chine au moment où la guerre civile chinoise reprend. L'URSS laisse les armes japonaises aux communistes chinois, ce qui permet à la Mandchourie de devenir la base arrière de Mao. Et puis en 1949, lorsque la Chine redevient communiste, la Mandchourie est pleinement réintégrée dans la Chine. Elle devient le poumon industriel de la Chine maoïste dans les années 50, avec le développement de la sidérurgie, du charbon et de l'industrie lourde. Dans les années 1980, on constate un léger déclin puisque la priorité est désormais accordée au littoral sud. Les grandes entreprises d'État du Nord-Est sont souvent peu rentables et sont confrontées au chômage et au vieillissement de ces installations. Elle est ainsi surnommée la ceinture de rouille chinoise. Mais à partir des années 2000, des programmes de revitalisation du Nord-Est sont mis en place. Alors regardons plus en détail l'économie. Dans les années 2000, on constate une forte croissance dans les 3 provinces qui bénéficient d'une base industrielle lourde, d'investissements publics massifs liés à la politique de revitalisation et d'une forte demande nationale. Résultat, la Mandchourie a une croissance parfois supérieure à la moyenne chinoise. Mais dans les années 2010, on constate un ralentissement structurel. En effet, la croissance ralentit en raison de la baisse de compétitivité des industries lourdes, du poids des entreprises publiques, du vieillissement démographique et du manque d'innovation. Ce ralentissement est particulièrement marqué dans le Liaoning. Depuis 2021, la croissance repart mais reste modérée surtout par l'industrie modernisée, l'agriculture et la logistique. Le PIB a triplé ou quintuplé entre 2000 et aujourd'hui en fonction des provinces, tandis que le PNB par habitant, souvent inférieur à 1000 $ en 2000, est aujourd'hui entre 7000 et 10 000 $.
À noter enfin que la monnaie est le yuan. Regardons la répartition du PIB par secteur. On voit d'une part que le Heilongjiang a le secteur primaire le plus prépondérant et donc le secteur secondaire moins important des 3 provinces. Le secteur tertiaire est le secteur économique le plus important des 3 provinces constituant la Mandchourie. Ainsi, dans le Heilongjiang, l'agriculture est importante en raison de sa grande production céréalière. Mais il faut également noter le pétrole à Daqing ainsi que le charbon et le tourisme hivernal grâce à la neige. Dans le Jilin, l'industrie manufacturière, notamment l'automobile, constitue une part importante du PIB de la province. Mais il faut également noter le maïs et la transformation alimentaire dans l'agriculture et l'agro-industrie, et enfin le tourisme naturel. Enfin, dans le Liaoning, il faut noter l'industrie lourde, notamment l'acier, la pétrochimie, mais également le rôle essentiel des ports de Daliang dans le commerce maritime. Enfin, il faut aussi ajouter les services urbains comme la finance, le commerce ou le tourisme côtier. Parmi les grands groupes de la Mandchourie, on peut d'abord citer First Automobile Works, un des géants historiques de l'automobile chinoise, mais également CRRC Changchun, qui produit du matériel ferroviaire tel que des rames ou le métro. Enfin, il faut citer Harbin Electric, qui est un gros acteur des équipements de production d'électricité. Concernant la culture et la personnalité, il faut d'abord citer comme écrivain Xiao Hong, une grande romancière moderne, mais également Xiao Jun, qui est un écrivain engagé du XXe siècle. Ensuite, au niveau des artistes, nous devons citer Lang Lang, qui est un pianiste de renommée mondiale, et Gong Li, qui est une actrice majeure du cinéma chinois. Enfin, chez les scientifiques, nous devons citer Jai Jingang, qui est un astronaute chinois, et Wang Yongxi, un ingénieur aérospatial. Concernant la gastronomie, nous devons citer à Heilongjiang la forte influence russe, notamment dans le pain ou la charcuterie, comme je le mentionnais en introduction, mais également des soupes. Dans le Jilin, nous devons citer l'influence locale coréenne sur la cuisine, comme les kimchi ou les naengmyeon, et sans oublier les plats à base de ginseng. Et enfin, dans le Liaoning, vous avez une cuisine beaucoup plus mixte avec les fruits de mer beaucoup plus présents en raison de sa proximité balnéaire. Concernant le sport, l'Heilongjiang connaît une domination des sports d'hiver tels que le patinage de vitesse, le short track, le hockey. Harbin est considéré comme la capitale des sports de glace en Chine, mais il y a également un club de football basé à Harbin qui s'appelle le Heilongjiang Lava Spring. À Jilin, il faut citer le basketball avec son club phare, le Jilin Northeast Tigers, et encore les sports d'hiver. Enfin, dans le Liaoning, il faut citer le basket avec les Liaoning Flying Leopards et dans le football avec les Liaoning Terriers. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis de la Mandchourie et à commencer par les défis géopolitiques. On voit que le territoire est riverain de 2 puissances voisines, ce qui constitue à la fois autant d'opportunités que de vulnérabilités, par exemple pour le commerce transfrontalier. Des défis économiques puisqu'on voit que la région est constituée à la fois de pôles dynamiques comme Dalian et des pôles en reconversion comme Shenyang. Enfin, il faut mentionner les défis environnementaux, notamment la dégradation des terres noires ou la pollution des sols due à l'héritage industriel. Voilà, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à aimer, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir.